Nous devons admettre que toute entreprise humaine qui se veut prospère exige pour la sélection de ses animateurs une formation de qualité, une expérience avérée et une moralité irréprochable comme critère de fond. La République démocratique du Congo, un État de surcroît, ne peut se soustraire de ces exigences si elle veut avoir à sa tête des hommes capables de présider à sa destinée. Ces hommes dont tout le monde plaint l'absence, ces hommes résolument engagés à servir le peuple congolais et la cause Congo. Ces hommes compétents qui manquent à la République depuis son indépendance, c'est nous qui devons les définir. Il nous revient de pouvoir le créer à travers des critères de sélection exigeants, à la hauteur de la place que nous voulons nous donner. Il est vrai qu'il n'existe aucune discipline destinée à la formation du président de la République. Mais la fonction du président de la République elle-même devrait être exempte de toute aventure de mauvais goût. La finesse du jugement d'une personne est en grande partie liée à son niveau d'instruction. Comment peut-on supporter la gymnastique intellectuelle compose la fonction du président de la République si notre esprit n'y est pas préparé? Nous estimons qu'un niveau de licencié d'université au minimum ou son équivalent doit être exigé à tout candidat qui prétend à ce poste. Aussi, le chef de l'État, au vu de l'importance de son rôle et la symbolique d'unité et d'identité nationale qu'il représente, il lui est strictement recommandé de faire preuve d'une bonne moralité. Le président de la République doit être ce modèle de société en qui tout le monde se reconnaît. Il inspire sa génération et les générations à venir. Il est inadmissible alors qu'on lui reconnaisse des antécédents de criminalité, de corruption ou de détournement. Il doit avoir une moralité irréprochable, attestée par un casier judiciaire vierge. Enfin, l'expérience est le critère dont on ne peut se passer. Elle est la traduction de la connaissance même, la vraie. Et rien de mieux ne peut se faire sans elle. Aujourd'hui, aucune entreprise ne peut parvenir au bon résultat sans faire de l'expérience des travailleurs le secret du succès. Si nous pouvons permettre que les autorités inférieures acquièrent l'expérience par leur accès au pouvoir, nous devons cependant être plus regardants en ce qui concerne le président de la République, lui qui est considéré ou doit être considéré comme le meilleur de tous. Pour lui, une expérience institutionnelle ou administrative préalable est de mise. En effet, il est judicieux de porter son choix sur un candidat qu'on a déjà vu à l'œuvre, plutôt que de prendre en compte des allégations subjectives d'un inconnu prétentieux. Nous devons apprendre à nous appuyer sur la compétence plutôt que sur la nature des individus. Nous proposons pour ce faire qu'une expérience préalable, soit de gouverneur de province, soit de premier ministre, ou soit de sénateur, soit exigée à tout candidat président de la République. Ainsi, outre les considérations de nationalité et de capacités juridiques, c'est dans la combinaison de ces trois critères de fond, à savoir la formation, l'expérience et la moralité, qu'on trouve la solution à l'épineuse question liée à l'homme. Est-ce pour dire que devient sénateur, premier ministre ou gouverneur qui veut? Non. Les soucis de vouloir faire mieux nous exigent aussi de soumettre leur candidature à certaines conditions. Si le mode d'élection des sénateurs au second degré ne présente aucun inconvénient jusque-là, cependant leur nombre pose problème. Réduire leur nombre de 4 à 2 par province arrangera non seulement le trésor public, mais aussi la population qui commençait déjà à remettre en question l'utilité de la Chambre haute. Pour ses collègues des anciens présidents de la République, en dehors des critères liés au niveau d'études qui doit être
au minimum de licenciés d'université et celui de preuve d'une moralité irréprochable, il est préférable que le candidat sénateur ait une expérience soit d'ancien député, national ou provincial, soit d'ancien gouverneur de province, ou soit d'ancien premier ministre. Considérant le rôle que joue le premier ministre et le gouverneur de province dans la conduite et la coordination de leur gouvernement respectifs, un niveau d'instruction des licenciés au minimum et la preuve de bonne moralité ne peuvent leur être épargnés comme critère d'accès à leurs fonctions. Cependant que la primature ou le gouvernorat constitue l'expérience dont ils pourront se servir pour postuler à la présidence. Que la course à la présidence commence à ce niveau-là. Comme nous le savons, à la différence du Premier ministre, qui d'ordinaire est nommé par le président de la République au sein de la majorité parlementaire, le gouverneur de province, lui, est un élu. Son élection est désormais souhaitée au suffrage universel direct, au regard de l'importance et des enjeux que représente son poste. Quoi de plus normal au moment des élections qu'il batte campagne au contact direct de son peuple en palpant les réalités profondes de sa province. Pour les ministres nationaux comme les ministres provinciaux, ils sont appelés au gouvernement comme des techniciens dans des domaines spécialisés. Et les orientations et les services rendus dans le cadre de leur mission sont à la proportion de leur expertise. N'étant pas autorité générale, aucun traitement particulier n'est requis en leur faveur après leur fonction. Et s'ils souhaitent mener une carrière politique par la suite, qu'ils se soumettent comme tout autre citoyen à la procédure en vigueur. L'intérêt de cette démarche est de produire des autorités compétentes, à la hauteur de notre grandeur et de nos ambitions, et dont le choix sera basé sur des critères de sélection objectifs. Il y a alors deux avantages majeurs à tirer ici. Le premier avantage est celui de réduire le nombre d'hommes nouveaux au sommet de l'État, c'est-à-dire ceux-là n'ayant aucune expérience et apprenant tout au pouvoir. Ce genre d'autorité, non seulement qu'elle nous traîne le pas pour le développement, mais aussi et surtout qu'elle nous place dans une situation d'un perpétuel recommencement des choses. Leur inexpérience nous fait perdre à la fois le temps, l'énergie et le moyen de notre développement. Si pour les choses aussi simples comme le football, on exige de nos joueurs un talent particulier pour être sélectionnés en équipe nationale, à combien plus forte raison pour les affaires publiques comme la gestion de la cité? Ne serions-nous pas en droit de réclamer les meilleurs d'entre nous pour nous diriger? Autant qu'on tolère qu'un joueur vienne apprendre à jouer à l'équipe nationale, autant devrions-nous l'être pour nos autorités vis-à-vis du pouvoir. Et même plus grave que cela. Le deuxième avantage est de ramener à la base, c'est-à-dire en province, une compétition de grande envergure. Une stratégie qui va se révéler avantageuse aussi bien pour les provinces que pour la République tout entière. Le poste du gouverneur de province va cesser d'être un poste quelconque pour devenir la plaque tournante de la politique nationale, déterminant ainsi celui qui pourra être le prochain président de la République. La valeur que va recouvrer le gouverneur de province l'incitera à donner le meilleur de lui-même pour avoir à la fois le bilan à présenter à la fin de son mandat et une affection du peuple en guise des élections futures. Pour les Congolais en province ne pouvant pas devenir gouverneurs, il leur est laissé la possibilité de devenir député provincial ou national. Peu importe le degré national ou provincial, un député pourra devenir sénateur s'il le souhaite.
et espérer à l'avenir exercer son impact sur la gestion nationale. Ainsi, les Congolais ayant l'ambition de devenir président de la République sauront désormais qu'ils ne peuvent y parvenir sans être au préalable gouverneur de province ou sénateur. Voilà l'opportunité de mener une bonne carrière politique depuis la province sans devoir encombrer la capitale, étant donné que tout devra se jouer sur place, c'est-à-dire à la base. Pour espérer que les choses changent, nous devons être exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. Notre avenir en tant qu'État se trouve entre nos mains. Merci. La prochaine partie de notre travail sera consacrée aux actions du pouvoir.